Nous sommes le vendredi 21 juillet 2017, nous sommes à Donetsk, la capitale du Donbass. Nous sommes en compagnie de monsieur Sébastien Héron, qui nous accorde une interview. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire quelle vie vous aviez avant de venir ici dans le Donbass, ce que vous faisiez, où vous étiez? Alors, je viens de Besançon, en Franche-Comté. Donc, je travaillais dans une multinationale en Suisse, dans l'agroalimentaire, avant de venir donc à Donetsk. Mais est-ce que vous aviez une activité politique avant de venir dans le Donbass? Est-ce que vous étiez un militant d'un parti politique? Non, non, je militais plus dans les partis politiques depuis longtemps. Est-ce que vous aviez une activité associative? Est-ce que vous étiez un soutien d'association? Non, je suivais un peu sur Internet tout ce qui est, on va dire, la réinformation, quoi. Hein. Je veux dire, de toute tendance politique, hein, d'ailleurs. Hein, je suis assez métapolitique, on va dire. Donc, je me renseignais plus par les médias d'Internet, évidemment, que la télévision, que je n'ai plus depuis maintenant près de 10 ans. Parce que, bon, Vous dites que vous n'aviez plus de télévision, ça veut dire que toutes les informations que vous avez ou que vous avez eues provenaient d'Internet, provenaient de quelle source? Où est-ce que vous trouviez vos... C'est vaste, hein, moi. Je lis quand même encore du média mainstream, hein, surtout depuis que je fais de la réinformation pour le Donbass, évidemment. Moi, je dirais que j'ai pas de barrière, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond d'une information, c'est pas la forme. Alors mes sources, on va dire, où je vais lire tous les jours, de toute façon, hein, ça peut être égalité et réconciliation, ça peut être l'humanité, Marianne, Mouton enragé. Vous faites état de vecteurs d'information qui sont politiquement très opposés les uns aux autres. Oui, moi ça me pose pas de problème, parce que ça me permet justement d'avoir des visions différentes, des fois sur le même sujet, et même parfois, même si les personnes sont opposées, on va dire politiquement, peuvent se retrouver géopolitiquement. On peut retrouver des analyses intéressantes de gens venant du Front National, comme du Front de gauche. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, je suis pas sectaire. Alors venons-en maintenant au Donbass. Est-ce que vous connaissiez l'Ukraine avant de prendre connaissance de ce qui s'est passé à Kiev et de ce qui s'est passé dans le Maïdan? Est-ce que vous avez de la famille dans le Donbass? Est-ce que vous avez des contacts, des amis? Non, je n'étais jamais venu en Europe de l'Est. Vous n'aviez donc aucun contact, aucune connaissance linguistique? Encore moins. Donc là, vous prenez connaissance par les médias de ce qui se passe dans le Maïdan. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez? Moi, de toute façon, le Maïdan, ça a été clair dès le début. Hein, c'était une révolution de couleur. Hein, de toute façon, il n'y avait aucun doute, parce que l'Ukraine, c'était pas la première fois. Hein, il y avait eu en 2004 la révolution orange, qui a échoué, évidemment, vu, de toute façon, c'était un corrompu de première. Donc, ça n'avait pas fonctionné. Je savais que tôt ou tard, en Ukraine, de toute façon, ils recommenceraient, Washington, hein, recommencerait à venir foutre le bazar en Ukraine, puisque c'est comme un pays qui est slave, qui a une frontière, une histoire commune avec la Russie. Donc il fallait de toute façon qu'ils viennent ici foutre le boxon, quoi. Mais avant que l'Ukraine fasse parler d'elle par le Donbass, il y avait d'autres sources de conflits dans le monde. Et pourquoi ce conflit spécifiquement en Ukraine a retenu votre attention? Et qu'est-ce qui vous a fait focaliser votre envie de connaissance sur le Donbass et sur l'Ukraine? Ce qui m'a motivé, on va dire, à suivre vraiment ce qui se passait de près, c'est que je sentais quand même, ça sentait le soufre, en fait. Parce que là, cette révolution colorée qui a quand même pris un caractère violent, avec entre autres des militants, on va dire, néo-nazis bandéristes, hein, parce que quand même, il y avait une partie quand même des gens qui ont fait le Maïdan qui étaient sincères. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein, Yanukovych était quand même un président corrompu. Vous dites que Yanukovych était un président corrompu. Oui, mais c'est un président qui a été élu démocratiquement dans un processus démocratique qui était transparent. Tout à fait. La chose étant qu'il a été élu, bien évidemment, c'était le président légal de l'Ukraine. Ça n'empêche pas que même si j'ai compris qu'il y avait une révolution colorée, il y avait quand même une vague de fond qui venait du peuple ukrainien, qui en avait ras-le-bol des oligarques et des présidents corrompus qu'ils avaient depuis 1991. Sauf que, bien évidemment, Washington a orchestré ça de manière à mettre un pantin à sa place, tout simplement.
Donc vous voyez qu'effectivement en Ukraine, la révolution prend une tournure tout à fait particulière. Vous voyez que les premiers événements dans le Donbass arrivent. Vous êtes encore en France à ce moment-là? Oui, bien sûr. Et à quel moment vous prenez la décision de venir dans le Donbass? Quel est le fait majeur qui vous fait prendre cette décision? Le fait majeur à titre personnel, moi, c'est la mort de Kristina et Kera, cette jeune femme et son bébé qui ont été tués à Gorlovka dans un bombardement dans un parc. On avait vu tous ceux qui suivent la crise qu'il y a eu dans le Donbass, la guerre, certainement se rappellent de cette jeune femme de 23 ans qui est morte avec son bébé dans ses bras. Et elle avait un t-shirt, ironiquement, marqué Paris avec une tour Eiffel. Et ça, c'est une image qui m'a marqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont ça s'est passé, cet assassinat? Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est déroulé ces événements? Oh, malheureusement, un classique en 2014. L'armée ukrainienne bombardait quand même massivement les villes, que ce soit Donetsk évidemment, mais Gorlovka, Marinka, il y avait Slaviansk qui était bombardé, Lugansk, dans la LNR aujourd'hui. Tout simplement, cette jeune femme était avec son mari en train de se promener dans un parc à Gorlovka avec leur petite fille. Quoi. Et puis ils ont bombardé à coups de 120 mm. Et voilà quoi. Comment cette information est arrivée en France? Quel a été le vecteur qui a permis à cette information d'arriver jusqu'à vous? Alors là, sincèrement, je me rappelle plus comment j'ai eu cette info. Ça remonte à maintenant 3 ans. Donc je me souviens plus comment j'ai eu l'info exactement. Donc cette information vous marque et c'est à ce moment-là que vous prenez la décision. Mais la décision pour faire quoi exactement? Comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah ben moi là-bas, je vais venir ici pour aller dans l'armée, clairement, et défendre la population civile. Oui, mais attendez, dans ce cas-là, vous devenez un mercenaire si vous venez ici pour venir dans l'armée. Vous venez à quel titre? Comment se passe? En tant que volontaire, tout simplement, à la base, de toute façon, nous rémunérés. Même si l'armée verse une solde depuis à peu près 2 ans, il y a une solde qui est versée de 15 000 roubles aux soldats. Mais le mercenariat, à ce niveau-là, bon. Donc ça veut dire que vous venez combattre un gouvernement légal qui a été légalement institué à Kiev et vous venez tenter de renverser un gouvernement de Kiev? Non. À la base, moi je viens, comme tous les volontaires en fait, sont venus ici, et déjà à la base c'est surtout pour défendre la population civile. Vous parlez des volontaires, est-ce qu'il y avait des volontaires français? Oui, bien sûr. Vous étiez combien de volontaires français? Quand je suis arrivé? Oui. Une dizaine. Donc ce sont des personnes qui ont quitté la France, comme vous, et qui sont venues ici prendre les armes pour faire quoi? Pour défendre qui? Tout simplement. Il n'y a pas... La plupart, enfin moi tous ceux que j'ai connus, ils ne sont pas venus pour la politique en fait. Ils sont venus déjà avec leur cœur. Moi les volontaires que j'ai connus ici, les Français, sont venus avec le cœur pour défendre la population civile, la politique. Généralement ça passe en second plan. C'est surtout ça qui a motivé, moi, en tout cas les personnes que j'ai croisées. Mais alors ça veut dire que vous êtes intégré socialement en France ou en Europe, vous avez un travail, vous avez des amis. Et comment vous annoncez ça à vos amis, à votre famille, et comment ils réagissent? Bon, des amis, j'en avais pas beaucoup en France, mais ils m'ont pris pour un taré. C'est-à-dire, vous leur annoncez que vous partez pour le Donbass? Ouais. Non, là-bas, j'avais menti, j'avais dit que j'allais en Russie faire un séjour linguistique. Mais comme je ne sais pas mentir, j'ai fini par leur dire que je partais dans le Donbass. Mais alors, est-ce que vous avez à la base une expérience militaire? Est-ce que vous avez des connaissances? Parce que je présuppose que même si vous n'êtes pas mercenaire, vous venez vous battre et donc prendre les armes. J'ai eu une expérience, mais il y a longtemps, parce que j'avais fait un VSL dans l'armée française. Donc, c'était il y a une vingtaine d'années. Mais j'essaie de comprendre votre démarche. Ça veut dire que vous êtes salarié, vous avez un salaire, vous êtes intégré. Et quand vous venez ici, vous venez juste avec le désir d'aider les personnes du Donbass et vous perdez votre salaire, vous perdez votre situation sociale en France, vous perdez vos relations. J'ai peut-être perdu, j'ai perdu mon salaire, j'ai perdu ma vie sociale, ouais c'est vrai. Mais en retour, j'ai gagné beaucoup plus parce que ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables ici. Une expérience de la vie complètement différente de ce que j'ai vécu en France, quoi. Donc non, j'ai pas de regret particulier à avoir. D'accord. Donc vous arrivez dans le Donbass, vous voyez la situation telle qu'elle est. Quelles sont vos premières actions? Qu'est-ce que vous essayez de faire le plus vite possible? Ma première action, ça a été d'aller à l'hôpital. C'est quand je suis arrivé à Donetsk, j'ai dû me remettre au sport, évidemment. Et malheureusement, je me suis bousillé les ligaments au genou. Donc pendant 6 mois,
je me suis retrouvé une partie du temps avec des béquilles et puis l'autre partie du temps à faire des soins à l'hôpital. Alors vous êtes français, il est connu que les Français ne sont pas des as en langue étrangère. Est-ce que vous apprenez le russe? Comment vous faites pour vous débrouiller avec les relations avec les personnes localement? Justement, comme je me suis blessé en arrivant pendant plusieurs mois, j'étais complètement indisponible. J'ai profité, j'ai rencontré une professeure de russe, puis j'ai pris des cours de russe pendant à peu près 8 mois à l'université. Ah, vous parlez de 8 mois, donc ça veut dire que vous vous intégrez socialement dans la population du Donbass. Vous vivez comment? Vous faites quoi? Vous achetez une maison ou... Non, j'ai loué un appartement. Mais bon, les premiers mois, je sortais pas beaucoup, parce que j'étais en béquille, c'était compliqué. Mais qu'est-ce que vous faites de vos journées alors? Parce que je suppose qu'avec une jambe dans le plâtre, clouée chez soi, on fait pas grand-chose. J'ai profité justement d'aller à l'université et de faire de la réinformation sur le Donbass, bien évidemment. Quand vous parlez de réinformation, vous parlez de quoi exactement? J'ai créé par exemple, il y a maintenant 1 an, des blogs, mais à l'époque j'en avais pas, donc je travaillais beaucoup sur des groupes Facebook comme Soutien à la rébellion du Donbass, le groupe qu'Erwan Castel avait créé, le groupe Anti-Maïdan France, Olivier Rabache, il y a quoi, Solidarité Bretagne-Donbass, divers groupes de soutien au Donbass. Mais alors, est-ce qu'en France, cette question du Donbass rencontre un écho favorable? Qu'est-ce qui se passe par rapport à la population? Est-ce que vous avez un engouement qui vous suit pour le Donbass avec vos blogs? Il faut être honnête, la guerre du Donbass ne passionne pas beaucoup de monde. C'est un conflit qui est loin, c'est l'Ukraine, il y a toujours les préjugés sur les pays d'Europe de l'Est. Mais il y a quand même un réseau de fidèles qui suit activement quand même ce qui se passe ici. Alors quand vous dites que vous avez un réseau de fidèles, est-ce que ce sont des gens qui sont politiquement marqués à gauche, à l'extrême gauche, à droite ou à l'extrême droite? Est-ce qu'ils sont marqués politiquement? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont marqués. Il y a pas mal on va dire, de gens proches du Front National, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de gens proches du Parti communiste, du Front de gauche aussi. Des gens proches d'égalité et réconciliation. Puis après, des apolitiques ou des métapolitiques, je dirais. Quand vous dites des gens proches du Front National, ça ne vous gêne pas que des gens qui ont soutenu Marine Le Pen et sa politique viennent vous soutenir dans le Donbass? Non, c'est un combat métapolitique. C'est pas quelqu'un qui est proche du Front National et qui se sent touché par ce qui se passe dans le Donbass. Elle réagit avec son cœur et moi, ça ne me cause aucun problème. Je discute avec tout le monde. Je discute avec des gens du Front National, des UPR aussi. Il y a beaucoup d'UPR, je les oubliais. Énormément de sympathisants, de militants d'UPR qui nous suivent aussi. Je peux très bien discuter le matin sur Facebook en messagerie privée avec un sympathisant du Front National. 2 heures après, tu es avec un mec du Front de gauche. Quelle est la position des gens qui soutiennent M. Asselineau par rapport au Donbass? Quelle est leur vision et qu'est-ce que vous leur donnez par rapport à la vision? De toute façon, les gens de l'UPR sont, je dirais, ceux qui sont quand même les plus aboutis politiquement de ce point de vue-là, quand même. Parce que c'est quand même les seuls qui proposent, comme tu sais, la sortie de l'Union Européenne, de l'OTAN et de l'euro. C'est vrai que c'est quand même le seul parti qui le propose, donc ils sont quand même dans une logique au niveau de leur politique, au niveau international. Alors que c'est vrai que les autres partis sont pas... Il n'y a pas une très grande cohérence à ce niveau-là. Mais il faut bien distinguer le haut du panier, le bas du panier. Moi je ne discute pas avec Marine Le Pen ou avec Jean-Luc Mélenchon par exemple, on est bien d'accord. Moi je parle vraiment des gens de base, des électeurs, des sympathisants, voire certainement des militants. Vous avez parlé tout à l'heure des communistes. Et le Parti communiste en France est en perte de vitesse. Par contre, on sait que le Donbass a été un centre communiste important dans l'histoire de l'Ukraine. Aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez des communistes dans le Donbass? Est-ce que vous parlez politique avec eux? Oui, bien sûr. Et quelle est leur vision du Donbass aujourd'hui par rapport au communisme, par rapport à l'avenir? Mais il n'y a pas tant de questions, enfin au niveau militaire, tout ça, il n'y a pas tant de politique. On parle un peu de politique, mais c'est plus en dehors du Donbass à l'arrière. On parle plus de l'Europe par exemple, ou du combat amené contre l'OTAN d'une manière générale. Alors, la population locale, vous la côtoyez tous les jours, vous les voyez. Quels sont leurs, comment dirais-je, leurs désirs, quels sont leurs espoirs, qu'est-ce qu'ils espèrent dans l'avenir? C'est quoi l'avenir du Donbass aujourd'hui? Alors, la population, je pense, globalement, elle, ce qu'elle veut, c'est d'une logique, je dirais, comme tout peuple qui subit la guerre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que la paix revienne, en fait. Alors après, les solutions pour que la paix revienne, eux, les civils, s'ils vous claquent des doigts, ça y est, on finit la guerre, voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien évidemment. Moi, en tout cas, d'un point de vue personnel,
déjà, au niveau des républiques, celle de Donetsk ou de Lugansk, je dirais. Je me concentre plus sur celle de Donetsk, parce que c'est là que j'habite. Pour que la guerre s'arrête et que la paix revienne, déjà, il faut, clair et net, il faut libérer les territoires occupés. On ne peut pas laisser Marinka, Adievka et Mariupol entre les mains de l'armée ukrainienne. Vous parlez de territoire occupé, mais l'Ukraine, qui est donc sortie de l'URSS, était un pays avec une unité politique, une unité géographique. C'est des territoires ukrainiens dont vous parlez. Ouais, les frontières sont faites pour bouger. Hein. Ça n'a pas empêché le Kosovo. On nous a buriné pendant des plombes avec le Kosovo. Le Kosovo, c'est serbe déjà pour commencer. Ça n'a pas empêché les Américains et les Français d'aller bombarder la Serbie, de tuer des milliers de Serbes à coups d'uranium appauvri, pour donner un bout de terre historique de la Serbie à des Albanais qui peuplaient. Les gens ici, les russophones d'Ukraine, ont certainement plus de légitimité à revendiquer ces terres-là que les Albanais au Kosovo. Je vous rappelle que M. Poutine, contrairement aux décisions internationales, a annexé la Crimée. Quand même, M. Poutine a quand même été prendre un territoire. Et là, vous proposez aux personnes de la DNR, aux citoyens de la DNR, de faire la même chose avec des territoires qui sont ukrainiens. Disons que le problème qu'il y a, c'est qu'à la base, il faut toujours bien rappeler quand même historiquement ce qui s'est passé ici. C'est qu'en 2014, les gens ici, ils ne cherchaient pas à être indépendants ou quoi que ce soit. On les appelait même pas les séparatistes à l'époque. Les gens ici, ils se sont soulevés contre le Maïdan parce qu'il y avait déjà ces groupuscules néo-nazis bandéristes. Et forcément, chez des russophones, Bandera et les néo-nazis, si vous voulez, c'est pas des gens qui ont laissé des très bons souvenirs dans le coin, si vous voulez. Alors eux, ils ont pris peur. Et en plus, Turchinov, là, le président par intérim, avait signé un décret pour interdire la langue russe. Donc ça a mis le feu aux poudres, c'est clair. Or, par souci d'honnêteté, je précise toujours, le décret a été suspendu. Parce que je ne veux pas non plus tomber dans la démagogie facile. Mais eux, ils ont voulu faire des référendums pour une fédéralisation de l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir de Kiev, les putschistes, ils ont envoyé le SBU, la police politique, enfin le secrète. Ils ont envoyé des unités de l'armée pour venir mater les gens ici qui avaient pris le Parlement. Bon, résultat des courses, les gens ici, c'est pas des moutons, ils ont pris les armes et puis ils ont botté le cul au mec du SBU puis à l'armée ukrainienne. Donc ça veut dire que vous soutenez des sécessionnistes par rapport au pouvoir central et légitime? Ils ne sont pas plus légitimes qu'ici au final, puisqu'ils ont pris le pouvoir par les armes aussi. Oui, mais on est d'accord que vous parlez bien de personnes qui ont été soutenues militairement par l'armée russe, par M. Poutine, qui est intervenu dans le Donbass. Nous sommes d'accord. Il n'y a eu aucune intervention russe ici, pour la bonne et simple raison, c'est que si l'armée russe avait envahi l'Ukraine, à l'heure qu'il est, cette vidéo, on la ferait sur la place du Maïdan. Écoutez, nous sommes en France, nous savons pertinemment que M. Poutine a envoyé des soldats, a envoyé des conseillers politiques et a aidé militairement cette révolution. Vous ne pouvez pas le nier. Il n'y a pas eu de révolution. C'est simplement des gens qui sont soulevés, y compris le Parlement. Après, l'armée russe, ici, comme je le dis, il paraît, selon la propagande officielle, qu'il y aurait 70 000 soldats russes et 700 chars russes dans le Donbass. Alors moi, personnellement, je me poile quand même, parce que s'il y a 70 000 soldats russes ici et 700 chars, je me doute que les Russes sont doués dans le camouflage, mais là, ils font des miracles. Je pense que l'armée russe doit être commandée par David Copperfield, à mon avis. Donc, monsieur Héron, je peux vous mettre au défi de nous promener dans la ville de Donetsk et dans les environs, et je peux vous mettre au défi que vous n'allez pas me permettre de voir d'unité russe. Je ne verrai pas de chars russes, de soldats russes. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Il n'y a pas de Russes, de militaires russes. Soldats russes. Il y a des volontaires russes, comme il y a des volontaires serbes, français. Donc vous acceptez le défi de nous promener et de faire quelques prises de vue à l'issue de cette interview pour montrer qu'il n'y a pas de soldats russes ici. Il y en a déjà qui ont été faites. De toute façon, j'ai souvent tendance à dire que si l'armée russe avait franchi la frontière, ça ferait longtemps que les Américains nous auraient montré des images satellites. Je rappellerai en septembre 2015 que quand l'armée russe est allée intervenir en Syrie, 24 heures après, on a eu une jolie photo satellite avec tous les avions russes qui étaient alignés sur l'aéroport de Latakia. Moi j'attends encore la même photo avec les chars et les camions russes qui franchissent la frontière. On ne l'a jamais eu. Comment vous expliquez dans ce cas-là qu'une population d'à peine 3 à 5 millions d'habitants puisse résister à une puissance militaire telle que l'Ukraine? Rappelons-le, dans le pacte de Varsovie, la puissance militaire ukrainienne était réelle. Ils étaient armés, ils avaient des chars. C'était l'époque de l'URSS. Mais depuis, il s'est passé 25 ans
25 ans de footisme, 25 ans d'argent détourné. Et l'armée n'a pas été entretenue, les entraînements, c'était pas ça. Et puis, il ne faut jamais oublier une chose, un peuple qui se bat pour sa terre, de toute façon, les mecs, c'était pas possible. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'un peuple qui a une conscience politique et qui refuse l'application d'un pouvoir inique est capable de se révolter et est capable de tenir tête à une armée qui vient d'un pouvoir légal. Bien sûr. En plus, dans l'armée ukrainienne, il y avait aussi beaucoup de russophones qui ont déserté, il ne faut pas l'oublier. Ils ont déserté et avec leur matos en plus. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent en 2014 où on voit les mecs justement qui arrivent avec leur BMP et ils retournent les BMP et puis après ils sont partis se battre sur le front contre l'armée ukrainienne. Vous avez un t-shirt sur lequel on voit Monsieur Poutine. Quel est le rapport que vous avez avec le président de la Fédération de Russie? Les rapports que j'ai avec lui, comment dirais-je, il paraît que je suis un troll de Moscou puis de Poutine, donc c'est pour ça que j'ai mis le t-shirt, histoire de glisser une petite quenelle à tous les blaireaux. Mais les rapports que j'ai, c'est comme tout le monde, hein. Moi je ne le connais pas le garçon, quoi, si vous voulez. C'est le président de la Fédération de Russie. Pour moi il fait quand même le boulot. Il a permis d'aller botter le cul aux barbus en Syrie. Bravo, continue. Et puis ici malgré tout, faut pas oublier qu'en Russie il fait beaucoup d'humanitaire, hein. Ils envoient des convois humanitaires pour aider les civils. Beaucoup de matériel de reconstruction aussi pour refaire les maisons qui ont été détruites. Donc ils apportent une voix, on va dire, diplomatique pour des populations, parce que comme les républiques ne sont pas reconnues, c'est la Russie, entre guillemets, qui apporte un peu une voix dissonante. Ok, vous dites que les républiques ne sont pas reconnues. J'ai entendu dire que récemment, la DNR allait ouvrir une représentation en Europe, en général, et en particulier en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette future ou cette déjà représentation? Est-ce que vous avez des choses à nous donner sur cet élément? Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'infos, ça va... c'est un groupe c'est des conseillers municipaux, si je dis pas de bêtises. 3 conseillers municipaux qui sont venus. Alors, je ne vais pas donner leur nom parce que je m'en rappelle de 2, pas de 3, donc vous m'excuserez. Je ne vais pas faire de jaloux si j'en oublie un. Ah si, il y a M. Borrelli, Mme Pujol et M. Fayard, si je dis pas de bêtises. Donc ils vont ouvrir le 1er septembre un centre de représentation de la République populaire des Donetsk à Marseille. Donc ça veut dire que n'importe quel Français qui voudrait avoir des informations à caractère officiel pourrait prendre contact avec ces personnes-là, qui sont mandatées par le ministre... Par le ministère des Affaires étrangères, oui, de la République. D'accord. Imaginons que vous ayez besoin de soutien financier, vous, à titre personnel, ou les associations que vous représentez. Comment on fait pour vous aider? Comment on fait pour vous financer? Moi, de temps en temps, je lance un appel aux dons sur les réseaux sociaux. Les gens, ils peuvent m'aider, soit par PayPal, comme j'avais dit. J'avais eu des problèmes avec eux, mais ça s'est réglé, tant mieux. Ou alors en me disant, j'ai un compte bancaire qui n'est pas aux Bahamas, hein, je rassure. Donc les gens qui veulent me soutenir. Comment on peut contrôler que l'argent qui vous est envoyé est utilisé de la manière dont on pense la meilleure? Quel contrôle les donateurs peuvent avoir sur ce flux financier? De toute façon, au niveau des dons, moi ce que je touche, je veux dire, ça me sert à payer mon loyer. Je dis, au taux actuel, je crois, de 85 € au taux actuel au niveau du rouble. Ça me sert à manger, évidemment. Ça me sert à prendre le bus, les trolleys, le crédit téléphone. J'ai acheté le trépied aussi, que j'avais demandé à mes donateurs, donc j'ai pu acheter le trépied. J'ai acheté une clé USB aussi. Voilà, ça m'aide à acheter un peu de matériel de temps en temps, quoi. Une batterie pour le caméscope. Des choses comme ça, faire de l'humanitaire aussi de temps en temps. Je vais aider une personne, j'achète 2-3 bricoles. Alors je ne médiatise pas nécessairement chaque fois, c'est peut-être une erreur, mais bon. Donc ça veut dire que si on fait des dons, on peut suivre l'utilisation de ces dons et vous avez moyen de dire aux donateurs ce que vous faites de cet argent qui arrive. Je le fais assez régulièrement. De toute façon, là, j'ai acheté, comme je t'ai dit, j'ai acheté une clé USB et puis le trépied, donc j'ai les factures. Et je vais les prendre en photo et je vais les mettre sur mes murs Facebook. Est-ce que vous-même, vous avez des projets pour les prochaines semaines, les prochains mois, des projets importants dont vous voulez nous parler? Les projets, pour le moment, oui, il y a plein de projets, mais je ne vais pas encore en parler parce que c'est en gestation, on va dire, entre plusieurs personnes faisant de la réinformation, donc que ce soit Herman Castel ou Svetlana Kissivela ou Philippe Kalfin. On est en train de travailler sur un projet commun. Donc
On a entendu dire sur les réseaux sociaux que les Français du Donbass étaient en train de s'allier, de faire une grande communauté, de façon à faire un pôle d'information unique. Non, pas unique, mais travailler en symbiose, on va dire. Oui, il y aura une plateforme qui va normalement, enfin, c'est pas normalement, une plateforme qui va être créée pour regrouper en fait toutes les informations de toutes les agences et de toutes les personnes en fait faisant de leur information sur le Donbass en langue française. Donc là, les Français ont réussi à trouver une unité de travail, une unité de conscience par rapport à la réinformation? À mon niveau, je peux dire oui. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, carrément. La réinformation française dans le Donbass existe depuis combien de temps? Alors, la première personne est venue dans le Donbass faisant de la réinformation, c'est Erdogan. Hein. Parce qu'avant lui, il y avait Victor Lenta qui faisait un peu de réinformation, mais pas beaucoup. C'était plus sur le militaire. Le premier qui a vraiment fait de la réinformation ici dans le Donbass, c'est Erdogan. Quand il est arrivé début février 2015, si je me rappelle bien. Donc, après, il y a Laurent Braillard qui est arrivé en mai ou juin 2015. Donc après, moi qui suis arrivé en octobre, Svetlana qui est arrivée, je crois aussi en octobre, hein. C'est ça, ouais, octobre 2015. Et puis après, Christelle Néant qui est arrivé fin mars 2016. Donc ça veut dire que toutes ces personnes-là vont s'unir dans un mouvement pour allier le travail et pour présenter quelque chose d'assez complet aux Français? Ce sera peut-être un peu plus compliqué que ça, mais disons que sur cette plateforme, en tout cas, il y aura des informations de tout le monde, en tout cas. Que ce soit Donny Press, Newsfront, Novorossiya Today et mes articles. Plus bien sûr les articles d'Erwan et plus d'autres, hein, je veux dire, il y a Karine Berchet qui fait des super articles, ceux qui concerneront le Donbass seront mis sur cette plateforme. Enfin, toute personne faisant de la réinformation sur le Donbass, ce sera mis sur cette plateforme de toute façon. Sauf si la personne ne veut pas, bien évidemment. Voilà. Écoutez, monsieur Sébastien Héron, nous vous remercions pour cette interview et nous vous mettons au défi de nous permettre de filmer la ville de Donetsk afin de trouver les chars russes et les soldats russes. Là, si vous faites un zoom, il y a un porte-avions russe là, sur le parc Sherbakova, vous pouvez voir. Ils se cachent, hein, ils sont doués. Voilà, quoi. Monsieur Sébastien Héron, merci beaucoup, à très bientôt. De rien, salut.